contenu de la formation, on va faire asthme adulte versus pédiatrique, juste une révision très, très, très rapide. Le mode d'action du MGSO4, on le connaît, c'est juste pour aller voir les implications en particulier chez la clientèle pédiatrique. Les particularités anatomiques cardio-respiratoires pédiatriques, les normalités des signes vitaux, quelques arythmies. On ne va pas toutes voir les arythmies pédiatriques, mais celles qu'il faut savoir quand on administre du MGSO4 à un enfant. Puis, en même temps, ben, on va juste feuilleter en virtuel, disons, le guide d'administration des médicaments d'urgence en pédiatrie. Si jamais vous en avez besoin, c'est le fun de l'avoir ouvert au moins une fois dans sa vie. Donc, première question à vous autres. Asthme, c'est 3 composantes, bronchoconstriction, inflammation, sécrétion, ça on le sait déjà. Qu'est-ce qu'on fait pour chacune de ces éléments habituellement chez l'adulte ou chez l'enfant, si ça vous tente de répondre pour la pédiatrie? C'est la même affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer la bronchoconstriction? Genre, du Ventolin? Ben, du Ventolin. Fait que le Ventolin, c'est un bêta-adrénergique qui va aller bronchodilater. C'est merveilleux. Fait qu'on donne des bronchodilatateurs. Pour l'inflammation, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Des corticostéroïdes? My God, t'es une bonne étudiante, toi. Cortico. Puis les sécrétions, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire clairer les sécrétions? Des nettoyages, là, Toilette nasale. ouais, c'est ça, je Ouais. cherchais. Merci. C'est en plein ça. Chez l'adulte, on peut lui demander de tousser, cracher, whatever. Chez l'enfant, ben oui, parfois, on a besoin de faire une toilette nasale. Petit rappel, évidemment, l'asthme, c'est une problématique de système immunitaire. Donc, il faut que l'enfant ait un système immunitaire pour pouvoir avoir de l'asthme. En gros, ce que je voulais dire, c'est que l'asthme, c'est pas une maladie de bébé. C'est une maladie d'enfant préscolaire, scolaire. Donc, quand vous allez arriver sur l'unité, je sais, les filles de soins intensifs, des fois, ne sont pas trop à l'aise avec l'idée d'avoir un bébé devant elles. Bien, dites-vous que ce que vous allez avoir devant vous, c'est un enfant un petit peu plus vieux, 3, 4, 5 ans, ou âge scolaire carrément, porte plus de couche, puis il parle. Donc, vous pouvez lui dire bonjour, il va te répondre. Donc, c'est un enfant un petit peu plus vieux. L'asthme, chez les enfants, on a un genre d'outil d'évaluation de la gravité de l'asthme qui évalue avec, de façon relativement objective la saturation, le tirage, les contractions, l'utilisation des muscles accessoires, en fait. C'est ça que ça veut dire, la contraction des muscles scalènes. Murmure vésiculaire et sibilance, on ne va pas voir ça en particulier parce que c'est vraiment les filles de pédiatrie, en fait, qui vont utiliser cet outil-là d'évaluation de l'asthme. Pourquoi je vous le montre? C'est que, bon, ben, tu sais, ça codifie l'asthme. On le voit en bas avec le score de sévérité. 0,3, c'est léger. 4 à 7, c'est modéré. 8 à 12, c'est sévère. Théoriquement, le MGSO4, il a été démontré scientifiquement comme étant utile seulement que chez l'asthme sévère. Donc, quand vous allez aller en pédiatrie pour aller supporter les filles qui vont donner du MGSO4, ça va être automatiquement pour un enfant qui a un asthme sévère. C'est ça. Donc, c'est un médicament qui n'a jamais été prouvé comme étant efficace chez les asthmes légers et modérés. Ça veut dire que l'enfant est forcément un peu plus malade que la moyenne des asthmatiques. Et aussi, c'est pas un enfant, c'est comme normalement les asthmes sévères, on leur donne 3 traitements de bronchodilatateurs, on met une voie veineuse, on donne une dose de méthylprédnisolone IV. Puis après ça, on passe au MGSO4. Donc, tu sais, d'habitude, on passe 1 heure pour voir si l'enfant va casser. Puis quand l'heure est révolue, s'il n'a pas cassé puis qu'il est encore dans le sévère, on donne le MGSO4. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous avez un appel pour aller en pédiatrie, pour aller donner le MGSO4, je sais que c'est pas comme un code rose, là, tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas obligé de courir, là, mais c'est pas non plus quand l'autre va revenir de pause puis que l'assistante va être disponible dans 3 heures. C'est vraiment quelque chose que tu sais, il faut le donner le plus rapidement possible dans le cours hospitalier d'enfant si on veut qu'il casse son asthme. Puis, tu sais, on va comprendre un petit peu plus tard toutes les implications là, de laisser un enfant en détresse respiratoire longtemps, c'est pas bien bon. Donc, c'est ça. Mode d'action MGSO4, ben, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est la même affaire. Donc, comment ça fonctionne, le MGSO4? Vous le savez probablement. D'abord et avant tout, tu sais, ça va bloquer les canaux calciques. Bon, un bloqueur des canaux calciques, on le sait, ça relaxe les muscles. On le donne pour les cardiaques là, pour diminuer la pression artérielle, puis pour ouvrir un peu leurs artères coronaires.
Ça fait ça, un bloqueur des canaux calciques, donc ça fait ça le magnésium. Donc théoriquement, c'est un hypotenseur, ça fait partie de son rôle. Donc c'est pas juste un effet secondaire, c'est carrément son effet, c'est un bloqueur des canaux calciques au niveau de la myosine des muscles. Donc ça relaxe les muscles. Ici, on s'en sert pour relaxer les muscles des bronches, mais évidemment, par effet secondaire, ça va aussi faire une vasodilatation. Ça relâche la prostacycline et du NO. Donc, la prostacycline, c'est un vasodilatateur puissant et le monoxyde d'azote aussi. On s'en sert, en fait, quand les gens ont des... le NO, c'est un médicament pour les gens qui sont en hypertension pulmonaire. Donc, ça va relaxer les vaisseaux sanguins pulmonaires, mais en fait, ici, ça, c'est comme un effet secondaire, la relaxation des vaisseaux sanguins pulmonaires. Ici, on s'en sert comme bronchodilatateur, parce que ça va aussi relaxer les bronches, puis la prostacycline, ça relaxe les bronches aussi. Ça agit en synergie avec le salbutamol. Donc, le salbutamol, c'est un bêta-adrénergique, c'est merveilleux, ça fait une bronchodilatation. Bien, il va être encore plus puissant quand on administre du salbutamol en même temps que le magnésium. Ça stabilise les cellules T et les mastocytes. Donc, en plus d'être un bronchodilatateur puissant, c'est un anti-inflammatoire puissant parce qu'il agit au niveau de l'inflammation, justement, en calmant un peu le jeu. Bref, c'est une wonder drug. Ça fait à peu près tout ce que tu veux que ça fasse dans une crise d'asthme. Après ça, tu te dis, ben oui, OK, on va surveiller les effets secondaires, là, la vasodilatation, la pression, puis le tour est joué, en fait. C'est ça qu'on peut se dire. Les effets du vasodilatateur, c'est pour ça que d'habitude, quand on donne du magnésium, du sulfate de magnésium, on met un moniteur cardiaque puis on prend des signes vitaux 5 minutes parce qu'on va surveiller la vasodilatation qui va donner une hypotension éventuellement. Si, mettons, tu administres du MGSO4 à un adulte ou à un enfant, peu importe, là, mais mettons que le patient, sa pression abaisse. Qu'est-ce que tu ferais normalement quand tu vois ça, que le patient a une hypotension liée à son administration de MGSO4? Ben, Ben, on peut l'arrêter. On peut arrêter la c'est ça, je perf. Oui, c'est bon. l'avais. On peut diminuer le débit ou arrêter la perf, là, selon ton confort avec une hypotension. Mais ouais, tu peux diminuer le débit ou carrément arrêter la perfusion, effectivement. Mettons que tu l'arrêtes parce que le patient est très hypotendu, tu reprends une pression, il est toujours hypotendu. Quel antidote qui existe pour renverser l'effet du sulfate de magnésium? Ben, Lise, elle écrit dans le chat le gluconate de calcium. Parfait. Fait que le gluconate de calcium, oui, merci pour le chat. Je ne le vois pas, effectivement. C'est un bloqueur de canaux calciques, le sulfate de magnésium. Si tu donnes du calcium, ça va un peu renverser son efficacité dans une certaine mesure. Donc, tu sais, on considère le gluconate de calcium comme étant un antidote pour le sulfate de magnésium pour renverser ses effets. Juste pour vous donner une idée de grandeur, une dose équivalente en kilos chez l'enfant, ça équivaut à une dose de 4 grammes chez l'adulte. Donc ça, c'est quand même des bonnes doses, là. Si vous êtes habitué à avoir des effets secondaires de ça, puis en plus, on la donne en 30 minutes, pas en 4 heures. Donc, tu sais, soyons vigilants. Particularité anatomique de la pédiatrie, on ne les verra pas toutes, évidemment, là, parce qu'on passerait plus qu'une heure ensemble. Pas que je ne vous aime pas, mais c'est censé être une formation d'une heure. On va voir vraiment celles qui concernent qui sont en lien, en fait, avec le MGSO4, l'administration du MGSO4. Sur le plan respiratoire, les enfants, ça a des petites bronches. Donc, évidemment, l'effet de la bronchoconstriction est plus important en pédiatrie. On le voit ici. La même inflammation dans une bronche d'enfant, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, forcément, l'enfant va être plus malade. L'asthme pédiatrique est généralement plus fort que l'asthme adulte. Les anneaux de cartilage ne sont pas formés encore, c'est pas solidifié encore, puis les côtes sont horizontales. Ça a un effet sur le fait que c'est pour ça que les enfants, ils ont du tirage, en fait. Quand ils ont de la misère à respirer, là, ça rentre, ça creuse. Puis ce que ça fait, en fait, c'est qu'ils ont de la misère à augmenter leur volume inspiratoire parce qu'à chaque fois, quand ils deviennent en détresse respiratoire, ça creuse à l'intérieur. Donc, forcément, ils essayent de gonfler leurs poumons, mais ils ne peuvent pas vraiment les gonfler tant que ça parce que ça creuse vers l'intérieur. Donc, ils vont augmenter leur fréquence respiratoire pour compenser. Ils vont vraiment respirer plus rapidement. Puis ça amène que l'enfant va finir par se fatiguer. Tu sais, quand je vous disais qu'on ne laisse pas des enfants en détresse respiratoire longtemps, c'est parce que tu ne veux pas qu'ils se fatiguent. Quand ils se fatiguent, c'est là que tu commences à avoir des problématiques hémodynamiques. On va le voir aussi tantôt, je vais en parler.
Fait que ça, c'est juste une idée de quand ça tire. Les besoins d'O2 de base sont élevés. Donc, même quand l'enfant a de la misère à respirer, il faut que, ses besoins d'O2 de base, ils soient respectés. Donc, tu sais, ça fait en sorte qu'il y a comme une genre l'hypoxie, elle plane toujours un petit peu en pédiatrie, puis ça a un impact hémodynamique qu'on va voir tantôt aussi. L'hypoxie en pédiatrie, c'est pas bien bon. Puis, il y a aussi un VQ mismatch. Donc, le VQ mismatch, en asthme sévère, c'est très fréquent. Que c'est ça, les VQ mismatch? Peut-être que vous le savez déjà, les filles de soins, d'habitude, ils sont pas mal férus en VQ mismatch parce que c'est vraiment une problématique fréquente, même chez l'adulte. Chez l'asthme en particulier, bon, ben, le VQ mismatch, qu'est-ce que c'est? C'est, bon, le V, c'est pour la ventilation alvéolaire. Je ne sais pas si on voit ma petite flèche. Oui, OK. Fait que bref, le V, c'est la ventilation alvéolaire, puis le Q, c'est la circulation pulmonaire. Donc, ici, on a un VQ normal, une ventilation qui est égale à la perfusion sanguine. Quand tu as une crise d'asthme, tu as une bronchoconstriction, donc tu n'as pas une bonne ventilation alvéolaire. Fait que, mettons que je n'ai pas d'oxygène ici, ben, le corps, par compensation, le corps, il n'est pas niaiseux, il ne va pas envoyer du sang dans une alvéole qui est vide. Sinon, ce que ça va faire, c'est que le sang va passer, puis il ne pourra pas faire d'échange gazeux, puis il va revenir bleu, puis il va se mélanger au sang rouge, puis ça fait une désaturation. Fait que le corps ne veut pas ça. Il va faire une vasoconstriction pulmonaire qui fait que ben, ce sang-là, au lieu de passer par ici, ben, il va passer ailleurs là, où il y a de la ventilation, puis l'enfant va rester avec une saturation normale. Dans l'asthme sévère, ce qui arrive, c'est qu'aussitôt que tu commences le traitement bêta-adrénergique du Ventolin, tu donnes du sulfate de magnésium, tu as une vasodilatation, on en a parlé beaucoup tantôt, avec la prostaglandine, avec le NO. Tout ça, ça fait de la vasodilatation pulmonaire. C'est un effet secondaire du médicament, mais c'est ça qui fait que le VQ mismatch apparaît. Donc, ça va faire une vasodilatation pulmonaire alors que la bronchoconstriction n'est pas encore tout à fait réglée. Donc, pendant une couple d'heures, l'enfant va désaturer. C'est physiologiquement attendu. Okay? L'enfant va avoir des désaturations, il va avoir des besoins d'O2. S'il est en asthme sévère puis qu'il reçoit du Ventolin assez régulièrement, il va avoir une vasodilatation qui va apparaître. Puis quand on donne le sulfate de magnésium, cette vasodilatation-là est encore plus importante. Donc, il faut s'attendre à ce que l'enfant ait des besoins d'O2. Donc, il va avoir un petit peu d'oxygène. Puis, encore une fois, c'est ça, c'est comme encore une fois, ça amplifie l'effet de l'hypoxie chez les enfants. Puis, on va voir tantôt, ça a des effets hémodynamiques. Ça va bien jusqu'à maintenant? OK. Sur le plan cardiovasculaire, bon, ben, les enfants, c'est encore une fois pas tout à fait comme des adultes. Bonne nouvelle, ils ont un myocarde sain, ils n'ont jamais fait ça des infarctus, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils sont 999. C'est cool. Là, c'est sûr que ça va faire en sorte, c'est un petit piège, ça, quand même, parce que, bon, tu as une tension artérielle systolique et une tension artérielle diastolique. La tension systolique, on le sait, ça veut dire, c'est comme ça équivaut finalement à la contractilité cardiaque. Puis la tension artérielle diastolique, elle équivaut à la résistance vasculaire périphérique, là, à quel point tu es vasoconstricté en périphérie. Bien, un enfant qui a un myocarde sain, sa tension systolique, en fait, elle va rester belle tout le temps parce que sa contractilité cardiaque est toujours belle. Tu sais, je veux dire, vraiment, ça prend un enfant qui est en arrêt cardiaque pour avoir une systolique basse. Bref, juste, c'est comme on le dit souvent, ça, quand on donne des cours de pédiatrie, faites attention, attendez pas que l'enfant soit hypotendu, ça n'arrivera pas. Puis, c'était vraiment un piège de se dire, bah, je vais surveiller sa pression, on va être correct. Ben non, il faut surveiller autre chose, on arrive là. Le volume d'éjection systolique est relativement fixe. Que c'est ça, un volume d'éjection systolique, c'est notre formule habituelle là, de débit cardiaque égale fréquence cardiaque fois le volume d'éjection systolique. L'enfant comme il a un myocarde sain, en fait, son myocarde est toujours pas mal au maximum de sa capacité. Il ne peut pas augmenter de contractilité puisque l'enfant est toujours au maximum. Son métabolisme est tellement élevé puis ses besoins d'O2 sont tellement élevés, son cœur, il contracte toujours au maximum. Fait que lui, il ne peut pas augmenter son volume d'éjection systolique. Ce n'est pas possible en pédiatrie. Donc, il est 100% dépendant, en fait,
de sa fréquence cardiaque. Puis c'est pour ça que quand un enfant il est hypotendu, puis là, je sors les guillemets, euh, vous n'allez pas voir ça sur sa tension artérielle systolique, vous allez voir ça sur sa fréquence cardiaque. Il va augmenter sa fréquence cardiaque. Puis en pédiatrie, une augmentation significative de la fréquence cardiaque, ça équivaut à une hypotension. Puis là, c'est quoi une augmentation significative de la fréquence cardiaque? Bien, tout est relatif dans la vie, mais c'est à peu près 20 Fait que, si un enfant change sa fréquence cardiaque de plus que 20 posez-vous des questions. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Dites-vous que l'enfant il est jusqu'à preuve du contraire hypotendu. Donc, c'est bien important de regarder la fréquence cardiaque. Le système nerveux parasympathique est plus fort en pédiatrie que le système nerveux sympathique. Ça fait des bébites vraiment très vagales. Un enfant, c'est méga vagal. Puis, un des stimulants du système parasympathique les plus puissants, c'est l'hypoxie. Bref, un enfant qui devient hypoxique, il va bradycarder. À un moment donné, tu fais comme « Ah ouais, il roule à 140, puis tout d'un coup, il est à 90. » On a fait un changement de plus de 20 de sa fréquence cardiaque. Tu sais, les enfants vont être bons pour faire ça de façon transitoire. Tu sais, il va avoir une petite crise d'hypoxie, il va baisser son rythme cardiaque, il va remonter. Puis là, si tu attends une dizaine de secondes, tu vas voir la saturation va baisser, va remonter. Quand il commence à faire ça, c'est parce que l'enfant commence à fatiguer. Puis d'habitude, c'est comme augmente un petit peu ta surveillance parce que c'est un enfant qui ne va pas très bien, en fait, quand ils font ça. Donc, les bradycardies, comme ça, c'est un signe, c'est comme un signe d'hypoxie dans le fond en pédiatrie, surtout dans un cas de détresse respiratoire. Ils se déshydratent facilement. On humidifie l'air à chaque fois qu'on respire. Donc, plus qu'on augmente la fréquence respiratoire, plus qu'on se déshydrate. Puis un enfant, c'est tout petit. Donc, s'ils augmentent la fréquence respiratoire, ils peuvent se déshydrater juste avec leur perte d'air sensible. Puis en plus de ça, ils ont de la misère à respirer. Donc, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, puis ils se déshydratent. Puis ça peut jouer contre vous si vous administrez du MGSO4 parce que c'est un vasodilatateur. Si le patient a une précharge déjà ordinaire parce qu'il est un petit peu sec, ça va juste avoir encore plus d'impact hémodynamique. Donc, assurez-vous que l'enfant est bien hydraté avant. Il y a une voie veineuse, profitez-en. Assurez-vous qu'il a reçu au moins un petit bolus pour comme prévenir ce genre de choses-là. Puis les arythmies, bien évidemment, les arythmies en pédiatrie, on a tendance à se dire qu'un enfant, ça n'a pas d'arythmie, mais oui, il y en a, ça existe en pédiatrie. C'est rare, il n'y en a pas autant que chez l'adulte, mais il y en a, puis on va les voir, mais évidemment, encore une fois, juste celles qui ont un lien là, avec l'administration du MGSO4. Nombre de signes vitaux, j'ai mis, mais par référence, parce que je me le fais toujours demander, je le mets, ce tableau-là. Mais dites-vous que quand vous allez intervenir chez un enfant qui est en crise d'asthme sévère, puis vous allez là pour administrer du MGSO4, il ne sera pas dans les normes de signes vitaux parce que cet enfant-là, il va être tachycarde, puis à cause du Ventolin, puis il va être tachypnique. Donc, tu pouvais la regarder, ce tableau de référence-là, il est pratique à avoir, mais dites-vous que c'est pas nécessaire, c'est vraiment les tendances qu'on va surveiller en pédiatrie. Donc, est-ce qu'il augmente ou il descend trop rapidement, de plus de 20 est-ce que sa pression artérielle, elle a monté ou elle est descendue par rapport à celle que vous aviez quand vous êtes arrivé? Puis évidemment, on en a parlé un petit peu tantôt, là, mais la tension artérielle systolique en pédiatrie, elle va toujours rester belle. Par contre, la tension diastolique, elle peut descendre parce que le sulfate de magnésium, ça fait une vasodilatation. Puis la tension diastolique, en fait, ça reflète la résistance vasculaire systémique. Donc, si vous avez une diminution au niveau de la tension artérielle diastolique, ça, c'est peut-être quelque chose qui vous dit que le MGSO4, peut-être je le ralentirai à ce moment-là parce que la vasodilatation est importante puis elle se voit au moniteur avec la tension artérielle diastolique. Signe de défaillance cardio-respiratoire, c'est pas mal. Je veux dire, chez l'adulte comme chez l'enfant, quand ça va pas, puis ça paraît quand même pas mal. Mais c'est sûr que les enfants, ils ont certains signes qui sont typiques pédiatriques, fait qu'on va voir ceux-là. Un patient qui est pédiatrique, qui est en choc compensé, normalement, il va être un peu plus irritable que la moyenne, mais ça va être une irritabilité intermittente. Souvent, il va gémir de façon intermittente, puis là, il va se calmer, puis il va recommencer à gémir. Mais tu sais, un enfant qui gémit,
comme on peut le voir là, tu sais ici, quand il est inconsolable, quand il gémit de façon constante, ben il est en choc décompensé. Fait qu'un enfant qui pleure de façon inconsolable et sans arrêt, c'est un signe de précode en pédiatrie. Donc, tu sais, prenez ça au sérieux, en gros. Une hypotonie intermittente, puis là, c'est quoi une hypotonie? Je vais vous montrer une très, très courte vidéo juste pour vous montrer de quoi ça a l'air un enfant hypotonique. On voit celle-là a quand même de la misère à respirer, là, c'est clair, mais elle est assise, elle regarde partout, elle a un bon tonus, en gros, c'est ça que je voulais vous montrer. Puis versus, elle, qui de la misère à respirer aussi, là, mais qui, tu sais, est complètement flaccide. Elle est réveillée, là, elle te regarde, mais elle bouge, mais pas pantoute. Donc, c'est juste pour vous montrer la différence. Puis, tu sais, une hypotonie chez un enfant, c'est un signe de précode. Tu sais, c'est quand un enfant est hypotonique comme ça de façon continue, c'est pas bon. Tachycardie, tachypnée, on en a parlé tantôt. Augmentation du travail respiratoire avec des gens en crise d'asthme, ça va être difficile à évaluer. Des besoins d'O2, on en a parlé tantôt, ça va être quasiment automatique chez un asthme sévère. Des marbrures. Leur peau est parfaite, hein? C'est beau, un enfant, là, c'est genre merveilleux. Leur peau ils sont toutes parfaits, sont toutes roses. Donc, les signes d'hypoperfusion, vous allez les voir facilement. Marbrure, temps de remplissage prolongé, de remplissage capillaire. Ça, c'est vraiment des choses que vous allez, ça paraît tout de suite. Puis les peaux périphériques peuvent être filants. Puis évidemment, quand le patient il est carrément précode, il va devenir inconsolable, il va devenir hypotonique, mais tout le temps. Il peut devenir bradypnique, bradycarde, on en a parlé tantôt, mais tu sais, ça peut être transitoire pendant un moment. Mais, tu sais, comme par exemple ici, là, la fréquence cardiaque labile, c'est ça que je vous parlais, là. Tu sais, l'enfant commence à montrer des signes de fatigue, le pouls descend, le pouls remonte, le pouls descend, le pouls remonte. Bien, dites-vous que ça, c'est parce que l'enfant est en choc puis ça va pas. Puis si vous le laissez aller, bien, il va carrément devenir bradycarde. Peau froide, diaphorèse. La diaphorèse, c'est un signe très inquiétant chez l'adulte, bien, chez les enfants aussi. Donc, un enfant qui est mouillé parce qu'il a chaud, qui est en diaphorèse, c'est parce qu'il est en choc décompensé. Puis l'hypotension, bien, c'est vraiment un dernier signe. Donc, on n'attend pas ça. Assurez-vous d'avoir un médecin au chevet si vous avez n'importe quel de ces signes-là. OK? Ou un enfant qui fait une fréquence cardiaque labile, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, j'aime ça avoir mon docteur pas loin parce que, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Puis un enfant, quand ça décompense quand même vite. Donc, tu sais, assure-toi que tu as un docteur pas loin. Fait que c'est pas mal ça que je voulais te dire par rapport, aux signes vitaux, normalité, puis tout ça. Est-ce que vous avez des questions? Ça va bien? On continue? On est en train de clencher ça en 1 heure, là, c'est pas des jokes. Fait que c'est ça. Les arythmies en pédiatrie, bon, ben, c'est ça. Vous allez brancher un moniteur cardiaque. Non, le MGSO4, ça ne fait pas faire des arythmies. Ce n'est pas quelque chose qui donne des arythmies. En fait, c'est un antiarythmique pour certaines arythmies. Mais l'enfant peut faire des arythmies à cause de toute la situation qu'on a déjà exposée. Dites-vous que si vous avez n'importe quelle autre arythmie que ça, arythmie sinusale, tachysinusale, TSVP, un long QT ou de la bradycardie. Si vous avez genre de la FA, un flotteur, de la TV, n'importe quoi qui sort de tout ça, posez-vous des questions. Y a-t-il une physiologie cardiaque normale, cet enfant-là? Y a-t-il déjà eu une chirurgie cardiaque dans sa vie? C'est sûr que si tu vas couper un muscle cardiaque, ça se peut que tu aies de la FA un moment donné. Donc, tu sais, ça se peut là, que l'enfant ait eu une chirurgie cardiaque à la naissance, mais il n'y a pas une physiologie normale. Cet enfant-là, il n'y a pas de ventricule droit, genre. Mais tu sais, il faut que tu connaisses la physiologie de l'enfant avant de donner un médicament comme du MGSO4. Bref, s'il y a n'importe quoi d'autre que ces arythmies-là, posez des questions aux parents. Si l'enfant a n'importe quel antécédent cardiaque, questionnez-vous, est-ce que c'est vraiment un enfant que vous voulez traiter à Saint-Jean? Il devrait normalement être transféré dans son centre pour recevoir des traitements quand même d'asthme sévère. C'est un enfant qui est critiquement malade. Je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment sa place sur une unité de pédiatrie à Saint-Jérôme. Donc, posez des questions, assurez-vous que tout le monde est au courant. Bref, en gros. Fait que c'est ça qu'on va voir. Arythmie sinusale, tachysinusale, TSVP, syndrome du long QT, puis la bradie, c'est toutes des arythmies avec lesquelles vous êtes déjà confortable. Pour vous dire, un ECG 12 dérivations en pédiatrie, ça a l'air de ça. Donc, puis là, vous allez me dire, mais non, ça ne marche pas du tout. Il y a des signes d'ischémie, mais non, il n'y a pas de signe d'ischémie. C'est même un ECG pédiatrique, c'est comme ça. Ils ont des inversions de longueur en V1, V2, V3.
Puis une déviation axiale droite, c'est juste comme ça qu'ils sont. C'est comme si on un cœur droit beaucoup plus fort qu'un cœur droit d'adulte. Fait que c'est comme le cœur droit, il combat des résistances beaucoup plus élevées que chez l'adulte, donc ça donne une morphologie de l'ECG qui est un peu différente. Donc, vous pouvez vous attendre à ça si vous faites un électro. Les médecins, d'habitude, évidemment, sont au courant de ça. C'était juste pour vous le dire. Arythmie sinusale, bien évidemment, ça ressemble à ça. Ça break, ça raccélère, ça break, ça raccélère. Là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est dû à un enfant qui est hypoxique, puis que là, il n'arrête pas de bradycarder, puis de remonter, bradycarder, remonter? C'est une bonne question parce que les enfants aussi, l'arythmie sinusale est due à lorsqu'ils respirent. En fait, quand on inspire, on a une augmentation du retour veineux. Puis cette augmentation du retour veineux-là fait ralentir la fréquence cardiaque de l'enfant. Chaque fois qu'il va breaker, il va breaker parce qu'il inspire. Donc, quand vous voyez une arythmie sinusale comme ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est rien pas tout. Mais il faut juste s'assurer quand même que c'est vraiment rien pas tout. Donc, est-ce que c'est vraiment chaque ralentissement est en même temps qu'une respiration? Ou l'enfant respire genre, si l'enfant respire à 80 en ce moment, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est plus, c'est un enfant qui respire à peu près à 22, là, tu sais. Donc, si l'enfant cliniquement respire à 80, puis je vois ça au moniteur, j'ai plus l'impression que c'est une fréquence cardiaque labile qui est due à une hypoxie qui est intermittente sur un enfant qui commence à fatiguer. Donc, ça devient plus inquiétant déjà. Donc, cette arythmie sinusale-là, qui est totalement normale en pédiatrie, il faut qu'elle soit différenciée de l'arythmie sinusale normale qui est liée à la respiration versus l'arythmie sinusale anormale qui est liée à des hypoxies intermittentes. Donc, vraiment, à chaque fois que vous voyez ça, vous faites OK, mais à ce moment-là, est-ce qu'il inspire? À ce moment-là, est-ce qu'il inspire? Est-ce que j'ai vraiment un timing entre ma petite descente puis une respiration? Si c'est le cas, c'est normal. Si ce n'est pas le cas, c'est pas normal. Donc, c'est ça. Pour ça, qu'est-ce que c'est? Qui veut répondre à cette question piège? Qu'est-ce que c'est cette chose? Martine, elle écrit dans le chat une tachy sinusale. Bravo, vous êtes de bons étudiants, des bonnes étudiantes. Une tachy, à peu près à 160, 170, pas loin de 180. Une bonne tachy. Bravo. Donc, tachy sinusale, qu'est-ce qu'on fait avec les tachys sinusales? On en a parlé un petit peu tantôt. Qu'est-ce que ça veut dire une tachy sinusale en pédiatrie? Mettons, j'arrive, l'enfant il roule à 140, tranquillement pas vite, à chaque minute qui passe, il augmente, puis là, je suis rendue à 170. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, il doit avoir une hypotension. Bien, c'est ça. Donc, tu sais, une vasodilatation qui est causée par le sulfate de magnésium. Puis l'enfant, au lieu de montrer sur le moniteur une hypotension, il va augmenter sa fréquence cardiaque pour compenser l'hypotension. Les tachys sinusales, c'est super bien toléré en pédiatrie, mais allumez votre radar. C'est ça, c'est parce que c'est comme une hypotension. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous vous dites, wow, l'enfant, il réagit hémodynamiquement à ma vasodilatation à cause de mon sulfate de magnésium? Qu'est-ce que vous allez faire? On va arrêter la perfusion, ouais, ou ralentir le débit. Oui, tu peux commencer par ralentir le débit, puis si tu trouves que ça ne va pas assez vite, puis qu'il ne se rétablit pas assez vite, tu peux la cesser carrément. Donc, tu sais, on surveille les tendances. Si la tachy sinusale est plus de 180, il faut faire un électro parce que sinon, c'est trop difficile à distinguer entre un sinusal puis une TSVP. 180, d'habitude, c'est un bon cutoff. On réduit le débit de MGSO4 au besoin, on l'arrête. Puis si jamais ça ne règle pas le problème, on peut demander au médecin s'il est d'accord d'administrer du gluconate de calcium. Mettons qu'on on veut administrer du calcium à un enfant. Bien, le guide d'administration il est conçu pour un petit peu faciliter la préparation des médicaments. Donc, tu sais, on regarde en haut, on a nos poids. Mettons, l'enfant, il pèse 11 kg, donc, tu sais, il va être dans la section mauve. Le gluconate de calcium, ça va être 630 mg, 6,3 ml de gluconate de calcium. Puis la dilution est ici, perfusé IV en 5 minutes, puis tu le dilues dans 5 ml de NaCl 0,9.
Donc, toutes les indications pour la préparation sont là. Toutes les indications pour la quantité de ml prélevée dans ta fiole est là. Donc, c'est quand même assez pas mal Je l'ai user-friendly, utilisé. honnêtement. Alex, ouais, Je l'ai pour ouais, adénosine, puis il pour fonctionne adénose. vraiment bien. Ouais, c'est pas pire, hein? C'est cool. Ouais. Les gens l'aiment beaucoup en général. Bon, donc, que c'est ça. On va dire une tachy supraventriculaire. D'accord. Fait que c'est une TSVP, oui, parfait. Je mets le Wolf Parkinson White. En fait, la TSVP puis le Wolf Parkinson White, les enfants, ils naissent comme ça. Donc, il y a un potentiel de partir en TSVP. Les enfants sont comme ça. Si on a cette malformation-là, ils naissent avec. Ça ne se développe pas avec le temps. Donc, les adultes qui ont une TSVP, souvent, c'est une malformation qu'ils ont depuis qu'ils sont bébés. C'est juste qu'il n'y avait jamais eu de crise avant. Mais c'est vraiment très, très fréquent en pédiatrie. Bon, la TSVP, évidemment, ça va arriver pour plein de raisons. Déjà, quand on administre beaucoup de Ventolin, les enfants sont souvent un peu hypokaliémiques. Puis l'hypokaliémie, ça augmente un petit peu l'excitabilité du muscle cardiaque. Puis aussi, évidemment, tu as tous les effets du sulfate de magnésium, la vasodilatation, l'augmentation de la fréquence cardiaque. Puis évidemment, plus la fréquence cardiaque est élevée, plus le risque de TSVP est là. Donc, ça se peut qu'il y ait des TSVP qui arrivent pendant une administration de MGSO4 chez un enfant qui est quand même critiquement malade. Pas de panique, c'est une arythmie qui est généralement bien tolérée en pédiatrie. C'est juste que, attendez-vous à des rythmes un peu plus rapides que chez l'adulte. Si on a des TSVP chez l'adulte, 180, 190, 200. Bien, en pédiatrie, généralement, c'est plus 240, 280. Puis ici, il y a un Wolf associé, des fois, ça peut même être genre 300, 320. Donc, mais c'est vraiment très, très bien toléré en pédiatrie, généralement. Qu'est-ce qu'on fait pour les TSVP normalement pour casser ça? Vous le savez, c'est sûr et certain. Ben, tu as la méthode vagale que tu peux faire, là, avec la seringue, puis tu lèves les jambes, sinon de l'adénosine. Parfait. Oui, tu peux faire ça. Si l'enfant est assez grand pour collaborer, il va te le faire, ça. Tu sais, comme vers 6-7 ans, ils sont capables de souffler dans une seringue. Ils vont même trouver ça vraiment rigolo, en fait, de faire ça. Donc, tu peux essayer les manœuvres vagales, ça fonctionne super bien en pédiatrie. Si l'enfant est trop jeune pour faire ça, tu sais, s'il y a d'autres options, là, tu peux leur faire souffler des bougies ou tu sais, tu leur donnes un verre d'eau avec une paille, là, ils vont te faire des bulles là-dedans, ça va être assez fou. Donc, tu sais, il y a d'autres façons un petit peu de rendre ça plus ludique, les manœuvres vagales. Puis sinon, il y a l'adénosine. Fait que l'adénosine est ici. Bref, même histoire que tantôt, si votre enfant pèse 11 kilos, mettons, tu vas aller ici, tu vas donner la première dose. C'est comme chez l'adulte, si on donne 6 puis 12. Ben, en pédiatrie, c'est la première dose, c'est la moitié de la deuxième. Donc, si on donne 1,05 mg, donc 0,35 ml, c'est des petites quantités de rien du tout. Puis après ça, puis évidemment, ben, si c'était écrit, possible de diluer dans 5 ml de NS. Puis après ça, on rince immédiatement avec 5 ml de NaCl2.9. C'est comme chez l'adulte, plus vite que tu rinces, plus que le médicament est efficace. Il faut juste garder en tête une chose, c'est que l'adénosine, en fait, ça peut créer une crise d'asthme. Donc, parce qu'il y a certains des modes d'action de l'adénosine qui touchent aux prostaglandines, puis ça peut créer un bronchospasme. Donc, ça se peut que si l'enfant il est en TSVP, que le médecin ne veuille pas donner d'adénosine, préfère faire une cardioversion électrique parce qu'il ne veut pas prendre le risque de détériorer l'état de l'enfant. Je vais juste vous le dire de même, ça se peut qu'on ait besoin de passer à la cardioversion électrique. Bref, des fois, il va y avoir des petites ondes delta comme ça. Donc, quand vous voyez l'enfant est en sinusale, cherchez les ondes delta. Moi, c'est une bonne habitude à prendre. Si l'enfant il a un rythme cardiaque de plus de 180, faites un ECG pour s'assurer que ce n'est pas une TSVP parce que sinon, c'est super difficile de distinguer est-ce qu'il y a une onde P, est-ce qu'il n'y a pas d'onde P. Manœuvre vagale, on en a parlé. Adénosine, je viens vous le dire par rapport aussi au risque de bronchospasme. Puis la cardioversion électrique, en fait, ça va être exactement, tout est dans le guide encore. Donc, tu sais, mettons que vous vouliez faire une cardioversion électrique chez un adulte. Est-ce que vous donneriez quelque chose avant? Qu'est-ce que vous pourriez donner normalement avant une cardioversion électrique? Pour soulager la douleur, là, tu sais, pour pas qu'il sente. Du fentanyl. Fentanyl,
c'est bon. En plus, Propofol. propofol, c'est bon. Kétamine, ça fait l'affaire Kétamine. aussi. Puis même la kétamine, en fait, c'est un médicament c'est le médicament de choix pour intuber une crise d'asthme. Donc, parce que ça a un petit effet bronchodilatateur. Donc, souvent, les médecins avec un patient en crise d'asthme vont préférer la kétamine pour la prémédication. Puis les doses de défibrillation, cardioversion sont aussi dans le guide. Donc, si vous vouliez cardioverser un enfant de 11 kg, vous iriez ici, première dose 11 joules, deuxième dose 21 joules. C'est des petites quantités. Celui-là, c'est le long QT. Oui, le long QT, c'est quelque chose qui est induit par les médicaments parfois. Puis parfois aussi, les enfants peuvent naître avec un long QT. Puis c'est le genre d'arythmie qui va être complètement asymptomatique, que les enfants ne vont jamais avoir de symptômes de ça. Leur rythme cardiaque est normal, tout est parfait. Jusqu'à ce que soit ils fassent une torsade ou bien ils nécessitent un moniteur cardiaque de façon complètement fortuite pour une autre raison. Donc, mettons, pendant leur crise d'asthme. Donc, tu sais, le long QT, en fait, ça se voit un peu quand même sur un électro, là, comme, mettons, tu traces une ligne entre deux QRS. Long T devrait toujours être dans la première section, ne devrait pas dépasser la moitié de l'intervalle entre deux QRS. Donc, ici, on le voit qui est un petit peu long, le QT. Fait que quand vous voyez un QT qui est un peu long comme ça, c'est toujours bon de juste faire un électro pour s'assurer que c'est un vrai, avec le QTC. Tant qu'ils sont tachycardes, en fait, c'est pas un problème. C'est quand ils sont bradycardes que là, tu peux avoir une onde R sur T. Fait que c'est quand il y a un QRS, dans le fond, qui apparaît sur ton onde T, c'est là qu'ils partent en torsade. Tant qu'ils sont tachycardes, en fait, le risque est très léger. C'est quand ils bradycardent que là, c'est dangereux. Je mettrais, mettons que j'avais un enfant avec un long QT, c'est pas que ça va m'empêcher de donner le sulfate de magnésium, au contraire, là, c'est bien correct. C'est juste que je vais peut-être mettre des pads comme d'emblée parce que si on a un enfant qui est quand même assez en détresse respiratoire sévère, puis je me dis, il y a comme un risque de bradycardie associé à l'hypoxie, puis tu sais, bon, ben, tu sais, pourquoi prendre ce risque? Je vais y coller des pads juste au cas où qu'il me fasse une belle torsade, puis c'est un enfant qui va de toute façon être référent en cardiologie parce que des longs QT, c'est des enfants qui vont être surveillés. Puis ça arrive des fois qu'ils leur mettent même un pèse-défib. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas faire comme « Ah, tiens, un long QT, on n'en parle à personne. » Puis ça, qu'est-ce que c'est que cette chose? Ben, c'est une bradyssinusale. Fait que oui, bradyssinusale. Comme on le disait tantôt, la bradyssinusale, c'est un rythme un peu effrayant en pédiatrie. Évidemment, c'est toujours les tendances qu'on surveille en pédiatrie. Donc, tu sais, si l'enfant passe de 80 à 60, ça me dérange. Ou s'il passe de 140 à 90, ça va me déranger aussi, même si 90, c'est un rythme normal, c'est dérangeant. Bref, les bradys, tu sais, c'est un petit peu dérangeant. C'est souvent associé à l'hypoxie. Donc, on commence par ventiler. Si l'enfant tombe en bas de 60 battements par minute, avec ou sans pouls. Donc, tu sais, je sais, chez l'adulte, si vous avez un rythme cardiaque à 60 avec un pouls, on ne masse pas, mais en pédiatrie, c'est un enfant qui a un rythme cardiaque en bas de 60 à la minute, même s'il y a un pouls, on masse par-dessus. Donc, ça, c'est juste un petit rappel de RCR de base, là. Puis, si jamais la ventilation et le massage ne font pas en sorte que le rythme cardiaque remonte de lui-même, on donne de l'épinéphrine. Puis, encore une fois, on donne l'épinéphrine à l'aide du guide. C'est pas merveilleux? Donc, tu sais, l'épinéphrine est là. Parfait. On s'en va dans le mauve. À 11 kg, on va donner 0,1 mg. Donc, ça va donner 1,1 ml. Donc, ta seringue de 10 ml, tu vides pas au complet, tu donnes juste 1,1 ml. C'est ça. Normalement, quand même, les enfants répondent assez bien à la ventilation si tu t'y prends assez rapidement. Donc, en Geneviève, résumé, je peux-tu ajouter un petit quelque chose? Que si tu es vas-y. rendu à masser, ben, j'imagine que vous allez lancer le code rose. Oui, évidemment. Si tu masses, mais tu sais, souvent, comme tu sais, s'ils font une bonne bradie, puis tu es assez vite sur la ventilation, souvent la bradie va, tu sais, l'enfant va remonter. Mais tu sais, quand tu es rendu à avoir besoin de baguer un enfant, qu'il soit en arrêt, que tu fasses des massages ou pas, tu sais, je colle le code rose, là, ça va vraiment pas bien. Donc, ça serait un cas de code rose. Tu as tout à fait raison. Hein? Oui, moi, Alexandra a dit on arrête le magnésium. Ouais. T'as un excellent point. Bref, en résumé, on surveille les tendances plus que
plus que les chiffres comme tels, donc les tendances de fréquence cardiaque plus que la tasse. Aviser s'il y a plus de 20 de changement, c'est pas censé arriver. Puis faire un ECG si la fréquence cardiaque est plus que 180 parce que c'est trop difficile à distinguer. Ou s'il y a une anomalie, tu vois un nombre delta ou tu vois un long QT sur ton rythme sinusal, fais donc un électro juste pour confirmer ce que tu vois. On diminue la vitesse d'administration s'il y a des signes de bas débit ou, mettons, la tension diastolique qui diminue ou l'enfant il devient marbré. Puis, on peut renverser aussi le sulfate de magnésium avec le calcium. Il y a quelqu'un qui a levé sa main, mais je n'ai pas vu c'est qui. C'est moi. Ah, c'est En toi. fait, en fait, je me demandais, est-ce que tu penses que ce serait une meilleure pratique de faire un ECG d'emblée avant de partir un sulfate de magnésium, mettons? Ou c'est pas tant nécessaire? Bien, c'est pas dans le protocole, OK. mais tu sais, je vois pas c'est comme tellement, le genre d'affaire que ça fait pas mal, c'est pas douloureux pour l'enfant. Fait que tu sais, je vois pas de désavantage à demander un électro magnésium. Je retarderais pas un magnésium pour avoir un électro, là, surtout qu'à l'étage, des fois, tu peux attendre ton électrocardiogramme, longtemps. Bon, on est revenu. Fait que, est-ce que vous avez des questions? Non, Ça va. je trouvais ça super clair. Bon, c'est merveilleux. C'est extraordinaire.